Bonjour à tous. Je vais donc effectivement vous présenter quelques résultats que nous avons obtenus sur la gestion du brunissement des mots-blancs et rosés. Comme le programme précédent, en fait, c'est un programme partenarial, donc on a ici fait figurer les logos des différents intervenants sur ce dossier, avec notamment la Chambre d'agriculture de Tresserre dans les PO qui ne peut être présente aujourd'hui, mais dont je serai porteuse d'une partie de leurs résultats. Donc avant peut-être de vous présenter nos résultats, un rappel pour un petit peu comprendre ce que je vais vous dire dans la suite sur les mécanismes qui conduisent au brunissement des jus. C'est essentiellement sur les jus des mécanismes enzymatiques. Ce sont des réactions qui sont très rapides et qui sont liées en fait via l'intervention d'enzymes qui ont pour origine soit le raisin lui-même, soit ce qu'on appelle les organismes d'altération. C'est une gentille façon de parler entre autres du botrytis. Donc ces enzymes qui sont présentes sur la matière première vont transformer les polyphénols, qui sont les acides phénols qui sont naturellement présents dans les raisins, en molécules qui sont les orthodiphénols puis les orthoquinones, s'il y a évidemment présence d'oxygène. La molécule finale que sont les orthoquinones sont des molécules qui sont donc des pigments bruns et qui sont aussi, il faut l'avoir à l'esprit, eux-mêmes de puissants oxydants, qui peuvent être à l'origine par la suite d'oxydation en cascade dans vos mous ou pendant les fermentations. D'où la volonté d'essayer de prévenir l'apparition de ces pigments. Donc si on comprend ces phénomènes, on va comprendre les brefs rappels que je vais faire sur comment prévenir les brunissements. Il y a évidemment plusieurs axes possibles, je ne vais pas tous les détailler, mais je vais au moins les citer et les lister. D'abord, il va s'agir de réduire la présence des enzymes et donc les activités enzymatiques aussi. Donc pour cela, on veillera à travailler à froid parce qu'on a tous en tête que les réactions enzymatiques sont accélérées par les températures élevées, ce qui justifie que sur les matrices blanc-rosé, on essaie de vendanger la nuit quand on peut. En tout cas, on essaie de travailler avec des températures les plus fraîches possibles. On va pouvoir éventuellement diminuer cette activité enzymatique par la présence de SO2 si on souhaite utiliser le SO2 parce que le SO2 va bloquer l'activité enzymatique proprement dite. On essaiera aussi de réaliser des débourbages les plus rapides possibles pour éliminer une partie des composés et des enzymes qui peuvent éventuellement être présents sur les supports tels que les pellicules ou les pulpes quand on est sur des vendanges altérées. Le deuxième axe, ça sera d'éviter le contact avec l'oxygène. Donc pour cela, on mettra en place tout un tas d'outils qu'on a à disposition qui permettent une protection, ce qu'on appelle la protection externe. Et ça, dans certaines situations, on peut justifier de le mettre en place dès la récolte. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que vous avez à disposition, mais voilà, j'ai fait ici figurer une photo de Styx de Carboglace qui vous permet de faire le rapprochement avec tous les gaz que vous pouvez utiliser sous différentes formes pour vous protéger contre l'oxygène de la récolte, mais dans les différentes étapes de vinification en pré-fermentaire. On essaiera de travailler évidemment le plus vite possible, d'éviter les phases de macération, de faire appel, d'organiser sa cave pour que finalement les circuits autour du raisin ou du jus en étape pré-fermentaire soient les plus courts possibles, soient les plus étanches possibles, de faire en sorte que tous ces transferts se fassent avec un minimum de turbulence, parce que tous les travaux qui ont été publiés sur les prises d'oxygène montrent que c'est les turbulences proprement dites qui créent les prises d'oxygène. Voilà, donc j'ai listé rapidement tout ça, ça pourrait faire l'objet de présentations très longues, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui de ce que l'on va faire. Enfin, le dernier axe, pour évidemment éviter les brunissements, ça va être d'abaisser les teneurs en précurseurs. Donc pour cela, sachant que ces fameux précurseurs sont essentiellement contenus dans la pulpe et dans la pellicule, on va tendre à respecter au maximum l'intégrité de la vendange, et ceci dès la récolte, donc d'avoir le plus de respect possible pour la vendange, de travailler en caissette quand on en a la possibilité, d'éviter les bennes qui traînent trop longtemps avec des débuts de macération, d'éviter tout ce qui va être opération de trituration pendant les opérations préfermentaires. Et on évitera aussi les pressurages qui sont trop poussés, qui vont extraire une partie de ces phénols qui sont contenus dans la pellicule. Le dernier point que je voulais lister dans ces techniques qui permettent d'abaisser les teneurs en précurseurs, c'est évidemment d'éliminer ces précurseurs ensuite par décollage. Et donc c'est l'objet un peu plus précis de ma présentation d'aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les précurseurs qui sont les acides phénols qu'on souhaite éliminer étaient traditionnellement éliminés grâce à une colle que tout le monde connaît bien, c'est la PVPP. Le règlement européen a exclu l'usage de la PVPP pour les gens qui travaillent en bio.
Donc on s'est posé la question en 2012, le projet date de 2012, de quelles étaient les alternatives alors possibles pour les bio. Il y a des alternatives de la famille des cols protéiques, en fait, qui vont avoir une action sur ces acides phénols. Il faut rappeler, tout à l'heure on y a fait allusion, mais la caséine et ce type de protéines ne sont pas interdites en bio, mais l'obligation d'étiquetage qui a été mise en place en 2009, en 2012 maintenant, qui oblige à faire apparaître contient des allergènes s'il y a possibilité de doser des traces de caséine dans vos vins, souvent rendent l'usage de ces caséines, certains d'entre vous sont réticents par rapport à ça et préfèrent s'orienter vers d'autres produits. Donc on a les protéines végétales dans le panel des protéines à disposition. Donc là aussi, il y a eu des évolutions réglementaires. Dans les protéines végétales, on a tout ce qui est protéines qui est autorisé en conventionnel, protéines de pois, de blé et de pommes de terre depuis peu. Ceci dit, en bio, à ce jour, seule la protéine de pois est autorisée en tant que telle, puisque la protéine de blé, j'ai un doute sur le blé, le blé est autorisé, mais le blé c'est pareil, c'est un allergène. Il n'y en a pas de toute façon. Et voilà, commercialement, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et la protéine de pomme de terre n'est pas autorisée en bio. Donc en fait, à ce jour, il vous reste la protéine de pois dans la famille des protéines. Ensuite, à part les cols protéiques, il y a les fameuses LSI qui, quand on a commencé nos travaux en 2012, certaines d'entre elles étant particulièrement riches en glutathion, qui est un tripeptide, qui est un oxydant fort, qui permet donc de ralentir ces phénomènes d'oxydation, étaient préconisées sur certaines feuilles techniques de certaines LSI, mais pas toutes. Alors les LSI, c'est les dérivés de levure, on a toute notre façon de le noter, mais c'est pareil, étaient parfois positionnées comme pouvant être utilisées en préventif des brunissements. Ce n'est pas le cas de toutes les préparations commerciales. En tout cas, à ce jour, par rapport aux rappels qui vous ont été faits précédemment par Philippe et Valérie, elles ne sont pas autorisées en bio, quoi qu'il en soit. Et enfin, le dernier produit qui parfois pour les conventionnels est proposé comme un outil qui permet de réduire les risques de prunissement, c'est les chitines fongiques. Alors j'ai mis le nom commercial là parce qu'à ce jour il n'y en a qu'une à ma connaissance, qui d'ailleurs ne sont pas purement des chitines fongiques, ça contient un peu de bentonite. Elles non plus ne sont pas autorisées en bio. Donc voilà pour le rappel du cadre réglementaire et du contexte. Donc dans le cadre du projet collaboratif que nous avons conduit, on a eu au moins 3 ans d'essai, on s'est partagé, on était 3 centres d'expérimentation, ce qui nous a permis de traiter une vingtaine de matières premières avec des vins rosés, des vins doux naturels, des vins blancs. On avait différents degrés alcooliques, une certaine gamme d'états sanitaires. On a pu aborder du coup 2 axes d'études un peu. D'une part, essayer de comparer les effets analytiques de différentes préparations commerciales, et puis d'autre part, pour certaines d'entre elles, de regarder un petit peu l'impact organoleptique. Quand on est en vinification expérimentale, si on travaille en micro-vinif en 1 litre, on ne joue pas trop à regarder l'organoleptique. Par contre, quand on bascule sur des plus gros volumes, on peut le faire, donc on a un peu dispersé nos forces sur les 2 axes. Donc je vais vous présenter une partie des résultats qu'on a obtenus, pas tout. J'ai essayé de cibler sur ce qui nous avait paru le plus démonstratif et le plus consensuel entre nous tous. Donc d'abord, ça, c'est des résultats qui ont été obtenus par l'ICV de Brignoles, en fait, qui ont fait des bancs d'essai de nombreuses protéines végétales, des traitements à très forte dose, à 50 grammes hecto sur des jus, et qui ont regardé pour toutes ces protéines végétales qui étaient disponibles à ce moment-là sur le marché, l'impact sur le jaune des rosés, puisque le brunissement se mesure quand même à travers le jaune essentiellement. Vous voyez ici que chaque paquet d'histogrammes représente un vin différent. Donc il y avait 5 vins qui ont été traités, qui avaient chacun des valeurs de B initiales variables, ça va de 6 à 41, donc plutôt faible et plutôt fort, le B représentant le jaune. Et donc quand on voit les quantités qui ont été perdues par rapport aux témoins, ce que l'on peut voir, c'est que globalement, on a déjà un effet, une quantité qui est perdue, qui est fonction de la matière première de départ. Ensuite, on a des performances variables quand même entre les différentes protéines végétales qui ont été testées à ce moment-là sur le marché, sachant qu'on était des doses 50 grammes hecto, commence à être un peu élevées. Donc on a retenu
parmi ces protéines végétales, celles qui étaient les plus performantes pour essayer de travailler sur la suite du projet. En tout cas, c'est celles qu'on a intégrées dans notre projet. Vous avez ici l'effet à des doses de traitement un peu plus modérées, qui sont de l'ordre de 20 grammes hecto, de quelques-unes de ces protéines végétales. En comparaison, là, on a intégré dans cette comparaison un traitement à la caséine et à la PVPP à des doses de 40 grammes hecto, qui sont des doses quand même un peu plus courantes que les 20 grammes hecto sur les protéines végétales. Et on a aussi dans cet essai-là intégré une LSI. C'était au début des essais, on ne savait pas que ça ne serait pas autorisé, donc voilà. Et donc il y a le témoin. Donc ce qui figure ici, c'est la valeur du jaune mesurée à l'issue de la fermentation alcoolique sur des jus qui ont été traités au niveau du débourbage. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que les LSI par rapport aux témoins n'apportent absolument rien, on n'a pas d'effet des LSI, ce qui n'est qu'à moitié surprenant au regard du positionnement de certaines fiches techniques de certaines LSI, et que par contre, entre les différentes protéines végétales qu'on avait retenues, la caséine et la PVPP, on a des effets qui sont à peu près comparables. Pour les protéines végétales qu'on avait identifiées comme les plus performantes, on a des effets qui sont comparables à caséine et PVPP. On a voulu voir d'un petit peu plus... Enfin, on a intégré sur les vins doux naturels et sur un chardonnay l'impact du collage sur le jaune cette fois, mais en comparant l'une des protéines végétales qui étaient régulièrement les plus performantes avec la caséine et les chitines fongiques. Donc là, vous voyez, c'est le graphique qui est en haut à gauche, que par rapport aux témoins, tous les traitements que l'on a testés donnent des valeurs de jaune qui sont un peu plus faibles que le témoin et qui sont comparables entre eux. Si on regarde le graphique en bas à droite, donc ça c'était sur un chardonnay par contre, sur la valeur du jaune aussi, on a des résultats qui sont à peu près équivalents à ce que je vous ai dit sur le vin doux naturel, à savoir que chitine fongique, caséine, protéines végétales et PVPP permettent de diminuer le jaune et dans des proportions qui sont comparables entre elles et qui sont intéressantes par rapport aux témoins. On a complété ces travaux donc en 2014 en intégrant la protéine de pomme de terre qui venait d'être autorisée en conventionnel. Et donc sur le graphique en haut à droite, on a joué aussi avec les doses. Donc on voit les valeurs obtenues sur le témoin en termes de jaune et ensuite les valeurs obtenues à différentes doses. On n'a pas testé toutes les doses avec tous les produits sur les principales familles de molécules. Et donc ce qui ressort, c'est qu'à dose équivalente, évidemment il y a un effet dose qui est équivalent pour un produit donné, que ce soit la protéine de pomme de terre par exemple, on a tout testé, ou même les chitines fongiques ou les caséines, plus on augmente la dose, plus on a une diminution du jaune, en tout cas dans une plage de dose comprise entre 10 et 80 grammes hecto. Et à dose équivalente, donc c'est la barre qui est marron foncé ici, où tous les produits ont été testés à cette dose-là qui était de 20 grammes hecto. Ce qui ressort, c'est que la protéine de pomme de terre a donné des résultats qui étaient comparables à la caséine, et que la chitine fongique donnait, elle, des résultats qui étaient plutôt comparables à PVPP. La protéine de pomme de terre est la plus efficace par rapport aux autres. Et c'est la protéine de pois, qui donne des résultats qui sont comparables à la caséine. On a obtenu des choses équivalentes, donc ça c'était sur un rosé de cinsault avec des répétitions, et si on a regardé sur un chardonnay qui avait été traité en cours de fermentation alcoolique, on a des choses à peu près équivalentes. La seule particularité sur ce chardonnay, c'est que les traitements à la caséine à 40 grammes hecto n'ont pas montré d'efficacité cette fois-là, alors que tous les autres traitements ont une efficacité à peu près comparable. Alors j'ai rajouté cette diapositive parce que je sais que vous aimeriez tous qu'on vous dise tel produit, telle dose, vous allez baisser telle quantité de jaune et telle quantité de rouge. On en rêve tous d'avoir des belles tables comme ça nous simplifierait tellement la vie. Malheureusement, quand on est expérimentateur, on s'arrache les cheveux parce que quand on croise nos résultats, on n'arrive pas à vous sortir une belle règle comme ça. C'est jamais aussi simple. Donc là, je vous ai figuré, ce sont les représentations en chromamétrie. Donc le B, c'est le jaune, c'est la barre verticale, et le A, c'est le rouge, c'est la barre horizontale. Donc là aussi, c'est des résultats qui ont été obtenus par mes collègues de l'ICV Provence, où en fait, il y a deux vins, le vin C et le vin D, qui ont été traités avec la même gamme de produits à différentes doses.
À chaque fois, vous voyez, alors j'ai pas le pointeur, mais en haut à droite, vous avez le témoin qui est encerclé. Et puis ensuite, c'est les couleurs obtenues des différentes modalités traitées. Et ce que l'on voit, c'est que fonction du vin, on a une répartition qui est différente. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que finalement, sur le vin C, les cols, en fonction des doses, se répartissent selon quasiment quelque chose qui est une droite. Donc on se dit c'est pas mal, on va peut-être pouvoir faire une règle. Sauf que quand on passe sur le vin D, on se rend compte qu'elles ont un comportement différent, que finalement elles font à peu près toutes évoluer le jaune de la même façon, et que par contre c'est sur le rouge qu'il y a une évolution qui est très très différente d'un produit à l'autre. Ceci pour illustrer que malheureusement, il y a des interactions entre vos matrices de départ et les cols que vous utilisez et qu'on peut difficilement modéliser l'effet des traitements qu'on va mettre en œuvre. Sur l'impact organoleptique que nous avons mesuré, donc sur un muscat petit grain, mes collègues n'avaient pas vu de différence entre les différents produits qu'ils avaient testés et le témoin. Globalement, organoleptiquement, tout était équivalent. Sur un muscat d'Alexandrie, ils avaient ressorti un effet des protéines végétales comme conduisant à un profil plus frais essentiellement, alors qu'avec la chitine fongique, c'était un profil plus évolué. Et sur un chardonnay, on a un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des protéines végétales qui donnaient un nez beaucoup moins fruité, avec une bouche plus agressive, alors qu'avec la chitine fongique, on avait un profil olfactif qui globalement correspondait mieux à ce qu'on attendait du chardonnay, qui était moins modifié par rapport au témoin, avec une bouche moins agressive. Donc là, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure sur les histoires d'efficacité analytique. Malheureusement, sur l'organoleptique, il y a aussi parfois des variations de comportement. Donc il faut vraiment que chacun se fasse un peu son idée sur les bases avec lesquelles il a l'habitude de travailler en termes de vin et les matrices qu'il a à disposition. Donc, en conclusion, concernant cet aspect sur la prévention contre le jaunissement, il ne faut pas oublier tout ce qu'on peut mettre en place d'abord sur l'organisation et les outils qu'on a au niveau de la cave. Concernant l'aspect utilisation des auxiliaires de vinification et les spécificités des bio, il y a plusieurs protéines de pois sur le marché qui sont à votre disposition. Il semble qu'il y ait quand même des petites différences de performance entre elles quand on travaille à dose égale. Mais il faut faire attention un petit peu à l'effet aussi selon les matières premières. Les résultats qu'on a pu avoir montrent quand même que c'est très satisfaisant en termes d'efficacité par rapport à ce qu'on avait habituellement ou à ce que l'on a avec de la caséine ou de la PVPP. C'est aussi bien, parfois même mieux, je l'ai vu montrer sur un exemple, que la caséine. Donc avec ce que vous avez à disposition à ce jour, la seule famille des protéines de pois, vous n'êtes pas entièrement dépourvu. Alors je n'aborderai pas ici le problème du tarif, ça c'est encore une autre question, mais je crois que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher de travailler en protéines végétales qu'avec la PVPP ou la caséine. Maintenant, peut-être que ce n'est pas inintéressant de s'intéresser à la protéine de pomme de terre, de voir le plus qu'elle pourrait amener. Nos résultats semblent montrer qu'à petite dose, elle donne des choses intéressantes, mais on n'a fait qu'une année de résultats, donc je pense que ça demande d'être un peu renforcé. Je vous remercie de votre attention.